Bonjour, bienvenue à notre premier podcast. Moi, c'est Sandrine. Et moi, c'est Lia. Et on est deux étudiantes de HEC Montréal. Cette semaine, on reçoit Marie-Pierre Tessier de l'Étoile. Pour vous la présenter, elle a été nommée par Infopresse comme étant une des 30 chefs de file de demain qui fait déjà bouger l'industrie. En 2015, Marie-Pierre a cofondé ILO 84 et en est maintenant la directrice générale. ILO 84, rapidement, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une OBNL, un organisme à but non lucratif spécialisé dans la création d'espaces éphémères à Montréal. Leurs réalisations les plus connues sont Air Commune et ses deux nouveaux venus de 2019, Greenhouse et Nouvelle Vague. Donc, ces espaces de coworking ont pour but de rassembler et de connecter les différents acteurs du quartier où ils s'installent. Donc, Air Commune au Myland, Nouvelle Vague au Vieux-Port et Greenhouse à Huntsic-Cartierville. Donc, en plus des formations et des conférences qu'ils proposent, on peut aussi retrouver dans ces espaces-là leurs fameux 5 à 9. En plus, Marie-Pierre a cofondé en 2017 l'agence événementielle En Effet, avec notamment Michel Quintal, un des cofondateurs du pique-nique électronique et d'Igloo Fest. Après sa petite présentation, on vous laisse écouter la conversation super inspirante qu'on a eue avec elle et on espère que vous allez aimer. Tranquillement dans ton parcours. Ouais. Fait qu'on se demandait un peu quel genre d'étudiante t'étais à l'université, puis c'est quoi un peu ton background, dans quel programme tu as étudié et tout. Moi, j'étais une étudiante, en fait, en général, je suis une doer. J'aime vraiment être dans l'action, j'aime faire les choses. J'ai pas beaucoup de patience, je dirais, dans l'inaction, dans la passivité. Mais j'étais une bonne étudiante, là. J'ai toujours eu de la facilité à l'école. Mais en fait, au cégep, à Rimouski, j'ai parti avec des amis une école de danse. On faisait de la danse hip-hop. Puis là, on avait comme envie de faire les choses par nous-mêmes. Puis j'ai parti une école de danse que j'ai fait donc en même temps que mon cégep. Ça a été ma première expérience entrepreneuriale. Okay, cool. Et ça m'a vraiment donné la piqûre de la gestion, de l'organisation d'événements, parce on avait des cours de danse, mais on organisait des spectacles, des ateliers où on faisait venir des spécialistes de Montréal, des trucs comme ça. Puis ça m'a vraiment donné la piqûre. Fait que quand je suis arrivée, moi, j'ai fait le bac stratégie de production culturelle et médiatique à l'UQAM, sachant que je voulais devenir une gestionnaire dans le milieu de la culture. OK. T'avais déjà ça en tête. J'avais déjà ça en tête. Puis je savais que j'allais à l'école pour aller chercher, oui, une base de connaissances, un diplôme pour montrer à mes parents, puis surtout des portes vers le marché du travail, des portes vers des stages. C'est ça, c'était beaucoup ça que j'allais chercher. Donc, ce qui a fait que j'étais une étudiante, je dirais, pas super studieuse. J'étais beaucoup là pour faire des projets. Avec mon taux d'absentéisme à l'école n'était pas super bon, mais j'étais pas non plus... j'étais déjà dans l'action. Je suis arrivée, puis rapidement, mes stages m'ont menée au milieu de l'événementiel. Puis là, je suis allée à fond là-dedans, ce qui a fait que j'ai terminé mon bac à temps partiel en travaillant à temps plein déjà dans le domaine que j'avais ciblé. Donc, j'étais pas hyper présente dans vraiment le corpus comme académique du truc, mais j'ai quand même vu un beau survol de toutes sortes de matières. Là. C'est assez complet comme programme en termes de... Tu survoles beaucoup de choses, tu n'es pas spécialisé, mais tu survoles beaucoup de choses. Ouais. Puis quand tu le mélanges avec des expériences terrain, ben là, c'est là qui prend comme tout son sens. Là. Ben, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que... Fait que ton premier stage, c'était où? Mon premier stage, je l'ai fait au pique-nique électronique. Et après, ils t'ont embauché. Exact, c'est ça. Dans le fond, moi, quand je suis arrivée à Montréal, je voulais travailler dans l'industrie de l'événementiel. Puis, je pense que c'est ma grande sœur qui m'a donné le conseil de, applique partout, puis va travailler partout sur déjà voir comment ça se passe. Fait que mon premier été à Montréal, là, j'ai travaillé au pique-nique électronique, dans les festivals de jazz, francophonie, tu sais, j'étais partout à la fois, là, la totale. Je travaillais 80 heures semaine, mais j'ai vraiment comme rentré là. Puis à faire du travail de terrain, tu comprends quand même un peu, tu vois la mécanique là, quel genre de job il y a là, quel genre de position, c'est quoi la dynamique, tu sais, d'organisation. Puis, ça m'a comme permis, après d'être le pique-nique, envoyait les offres de stage toujours à l'interne en premier dans leur banque d'employés. Okay. Quand j'ai vu un stage passer en commandite,
j'ai appliqué, puis j'ai eu le stage, puis après ça, ben ça m'a permis de... C'est ça, ils m'ont embauché à temps plein après mon stage. Puis mon deuxième stage, je l'ai fait dans une maison de disques. Je me disais, il y avait la musique aussi qui m'intéressait vraiment beaucoup. Je l'ai fait chez Vega Music, au marketing. J'ai adoré l'expérience aussi, mais j'étais déjà tellement embarquée dans un emploi temps plein que je suis retournée à l'événementiel quand j'ai fini mon stage. Qu'est-ce qui te fait triper dans l'événementiel, toi? Vu que tu savais déjà que tu voulais travailler là-dedans, tu sais. Ben, je pense que justement, comme j'aime vraiment être dans l'action en événementiel, tu sais quand ta journée commence, tu sais jamais quand t'as fini. Il y a vraiment toutes sortes de métiers, puis souvent, tu es appelé à faire plusieurs choses en même temps, à porter plusieurs chapeaux. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, tu sais. Ça me fait des années où il n'y a pas de routine, une journée ne ressemble pas à l'autre, tu as comme des phases. L'événementiel, ça marche beaucoup par projet. Il y a un début, une idéation, après ça, il y a une planification, tu as le gros moment en rush où tu es en production, tu es dans ton événement, puis après ça, tu tombes en bilan, tu en tires des leçons pour les prochains projets. Puis pour moi, c'est un cycle que j'aime beaucoup. Puis, ben de travailler hyper fort, puis après ça, d'être dans un événement, de voir des gens triper, vivre des moments mémorables, des gens qui sont en voyage, des nouvelles amitiés qui se créent, de vraiment avoir une expérience humaine forte, marquante, qui nous sort de nos habitudes du quotidien. C'est tellement gratifiant. C'est vraiment une drogue, en fait. Du coup, toi, c'est vraiment le côté humain qui te marque là-dedans que t'aimes. Je comprends vraiment. ouais, je suis vraiment dans l'expérience humaine. Autant dans le travail, c'est que tu es toujours en train de travailler en équipe, là, à moins d'occuper des postes vraiment proches de l'administration pure et dure, d'être dans le légal, le contrat et tout. Même dans ces postes-là, tu es toujours dans une dynamique d'équipe. Puis ça vient avec ces gros challenges, mais ça vient tellement avec des moments le fun. C'est motivant, de monter, soulever des montagnes en équipe. Ben justement, au niveau de l'équipe, toi, t'es quel genre de coéquipière? Comment tu t'intègres dans ce genre de dynamique-là? Ben là, ça fait quelques années que je suis dans un poste de direction générale. Fait que c'est sûr que tu as un rôle très clair dans l'équipe, c'est-à-dire où t'es vraiment comme la traque du chemin de fer. Il faut vraiment... je suis pas une directrice générale très autoritaire ou qui va prendre toute la place, mais je pense que je suis une genre de force tranquille qui est beaucoup à l'écoute de son équipe. Je crois beaucoup à la force de chaque personne, puis que si quelqu'un rend un travail insatisfaisant, c'est peut-être juste qu'il n'est pas à bonne place ou qu'il a mal compris, tu sais. Fait que je suis vraiment, je pense, à l'écoute de mon équipe. C'est vraiment important pour moi que tout le monde, fasse son travail, mais comprenne pourquoi il est, puis que ça le motive en se levant le matin. Là. Fait que de garder une drive, garder une motivation, puis être sûr que tout le monde voit toujours où est-ce qu'on s'en va. Plus au niveau de la vision, garder les idées qui se poursuivent tout au long du projet. Exact. Garder les objectifs en tête. J'essaie d'être vraiment transparente aussi quand il y a des décisions à prendre, puis qu'on doit annoncer à l'équipe, disons, une décision qui a été prise, d'expliquer le pourquoi du comment, puis vraiment, c'est vraiment important pour moi que l'équipe soit fédérée, qu'elle comprenne pourquoi elle est là, puis qu'elle soit motivée. Fait que je pense que je suis ce genre de team player très communicatif, puis vraiment sur le team spirit à fond. Mais peut-être justement par rapport à l'équipe, tu peux nous expliquer peut-être comment justement ça a commencé tout ça, l'îlot 84, puis après ça, c'était quoi un peu plus ton rôle quand tu as parti les nouvelles espaces, là, les nouvelles vagues, puis Greenhouse. Puis comment ton rôle a changé un peu? Parce que tu sais, au début, vous étiez plus petit, puis là, vous êtes vraiment en croissance phénoménale. Oui, cette année, c'est assez drastique comme croissance. Au départ, on était... on était 6 cofondateurs. Divisés, il y en avait 3 qui avaient une compagnie, puis 3 autres qui avaient une autre compagnie. On était comme 2 entreprises. Puis, comme humains, les 6 humains, on se connaissait depuis quand même plusieurs années. On avait travaillé ensemble sur d'autres événements, notamment Pique-Nique électronique, Igloo Fest, C2 Montréal, Festival de jazz et compagnie. Quand tu rentres dans l'industrie, tu finis par voir les mêmes personnes tout le temps. Puis, on se suivait parce qu'on avait chacun des projets entrepreneuriaux, puis on se suivait là-dedans. On était un peu dans la même situation. Puis,
à un moment donné, on avait comme envie de faire les choses par nous-mêmes. Il y a un des cofondateurs qui habitait dans le Myland puis qui voyait des espaces vacants puis qui commençait à avoir des idées puis qui avait comme le goût de... On avait comme envie de se créer un projet ensemble, finalement. Puis, donc, en faisant des contrats ailleurs, ici et là, on a comme monté le projet d'Art Commune en 2017 qu'on a présenté à l'arrondissement Plateau, Mont-Royal. Puis à ce moment-là, donc, nos rôles n'étaient pas définis du tout. Là, on était juste 6 cerveaux ensemble. Puis évidemment, on avait tous des spécialités qu'on faisait déjà ailleurs. Moi, j'étais déjà dans des rôles de direction générale. Fait que, tu sais, budget, échéancier, organigramme, ce genre de... des trucs plus structurants là, de quoi on a besoin pour atteindre les objectifs de ce projet-là. Puis d'avoir le langage ville aussi, de pouvoir discuter avec des municipalités, des paliers de gouvernement. C'est quand même une mécanique qui est spécifique, puis moi, j'en faisais déjà. Fait moi, j'avais ces forces-là déjà. Puis dans l'équipe, il y avait d'autres forces, des gens très, très forts pour aller chercher des partenaires, commanditaires, production, aménagement, technique, programmation. On était comme complet déjà comme équipe de cofondateurs. Est-ce que ça l'a donné comme ça ou vous avez cherché à être complémentaires? Oui, exact. Ouais. Ça a comme à donner comme ça, je pense. On n'a pas, tu sais, au début, on l'a pas réfléchi de se dire, faudrait vraiment créer une cellule complète. C'était juste comme, je pense que chacun de notre côté, on avait des forces dans nos entreprises. Puis quand on a mis les deux ensemble, c'est là qu'on s'est rendu compte comme, hey, on est complet, les 6 ensemble, on est vraiment complémentaires. Puis on couvre pas mal tout, tu sais. Puis donc, c'est ça. Fait qu'on a fait ce projet pilote bénévolement, tu sais, c'était vraiment, on l'a fait pour prouver que ça pouvait exister, ce concept-là, puis que ça allait être la première année d'Art Commune. Exact, en 2017. Fait que c'était un projet pilote juste 1 mois. Puis on s'est un peu organisé, tu sais, OK, toi, tu vas faire ça. Toi, on a divisé les tâches. Un peu comme tu ferais dans un travail universitaire. Tu sais, juste comme, ben moi, je peux faire ça. OK, moi, je vais m'occuper de ça. Puis on faisait tout ensemble. Tu sais, on ouvrait l'espace, on gérait. On avait une employée, en fait, la première année en 2017. On a engagé une personne pour gérer le bar et la programmation d'événements, qui sont 2 choses absolument incompatibles. Mais c'était ça, tu sais. La première année, c'était vraiment des essais. Puis quand on a vu le succès que ça avait, on s'est dit, OK, je pense qu'il est temps qu'on s'organise puis qu'on prenne le pas de développer plus gros ce projet-là. Puis ça s'est fait donc tout naturellement. Chacun a pris le rôle où étaient ses forces, a pris ces initiatives-là. Puis, bien, graduellement, donc, on a proposé un projet à l'arrondissement d'un Art Commune qui dure tout l'été, puis qui est là, donc, de plus grande envergure. On est allé chercher du financement public, du financement privé. Puis ça a été quand même, c'était un gros pari qu'on prenait là, en 2018 aussi, de mettre de côté des contrats pour d'autres clients pour vraiment donner du temps sur ce projet-là. Puis, bien, au bout du compte, l'expérience nous a prouvé qu'on a bien fait de le faire. Là. 2018 a complètement explosé. On espérait, tu sais, dans le projet pilote, il y a eu 10 000 personnes en 1 mois qui sont venues à nos différents événements. Pour 2018, on espérait 50 000 personnes. Il en est venu presque 90 000. Tu sais, ça a vraiment comme pris des proportions. Et puis en termes de rayonnement médiatique, tu sais, tout à coup, on recevait des CV de gens qui voulaient travailler avec nous. On se faisait approcher par des commanditaires qui voulaient être partenaires. Tu sais, toute la dynamique a vraiment changé cette année-là. Puis donc, là, ça nous a forcé, OK, d'agrandir l'équipe, donc de spécifier les départements, de commencer à être beaucoup plus structuré, de vraiment se dire, je pense qu'on est rendu une entreprise puis qu'il faut qu'on l'aborde comme ça. Fait que c'est sûr que, donc moi, mon rôle change. C'est plus l'événement est gros, plus l'équipe est grosse, moins je suis dans les opérations directement. Tu sais, en 2018, c'est moi puis un de mes collègues qui chaque vendredi matin, comptabilisait l'argent des ventes, faisait des pots, allait, tu sais, avec une petite valise du Zellers à la Caisse des Jardins, déposer ça, tu sais. Alors que là, cette année, par exemple, ça a complètement changé. C'est un service qu'on prend qui est sécurisé, qui est... Donc, les opérations ont vraiment grossi vraiment rapidement, mais pour moi, c'est vraiment agréable parce que maintenant, je supervise des directeurs qui ont des départements, puis
c'est juste drôle de repenser aux premières années où on faisait vraiment tout, là, d'avoir une équipe. Tu sais, l'équipe annuelle, c'était 6 personnes. Là. Cette année, ça va augmenter à 9. Puis l'équipe saisonnière, c'est 23 personnes à temps plein. Fait que tout à coup, l'équipe grossit. Donc, mon rôle là-dedans change aussi vraiment. Je suis vraiment moins proche. Là. Les gens me demandent « Hey, qu'est-ce qui se passe à Aircommit ce soir? » J'ai aucune idée. Honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ce soir. Tu sais, je suis pas... ben, je reçois toute cette information-là, mais je suis juste tellement pas dans les opérations. Par exemple, la programmation, les lunch and learn, ça, c'est, mettons, c'est pas toi qui vas dire « Oh, on va prendre telle personne pour cet événement-là. » Non, exact, c'est ça. Personne qui va être responsable de la programmation. Exactement. Tu sais, moi, c'est au printemps, quand là, on avait vraiment aligné les partenaires, les grands objectifs, bien là, moi, mon rôle, c'était plutôt de dire il faut qu'il y ait au moins, disons, 15 événements qui sont des services directs entrepreneurs. Dans les thèmes qu'on veut aborder, il y a tel thème. Dans les objectifs qu'on veut, on veut stimuler l'entrepreneuriat et outiller des dirigeants d'entreprise. Donc, moi, je cible des thématiques, des objectifs, ça, puis je fais pas ça toute seule avec le comité de direction. Mais moi, mon input, c'est beaucoup stratégiquement pour nous permettre de se développer, pour garder nos partenaires, pour garder notre ADN. Bien, je vais cibler des objectifs. Puis après ça, comment on va le faire? OK, bien, on va engager une chargée de projet à la programmation pro, par exemple. Puis, bon, à tel moment de l'année, elle aura besoin d'un adjoint. OK, ça, c'est le genre de choses que je vais faire. Mais une fois que ça part, c'est hors de ton contrôle. C'est ça. Je suis là en support puis en gestion de crise, mais c'est pas moi qui contacte les gens pour booker un lunch and learn, tout ça, parce que c'est ça. Ça c'est... Oui, exact. C'est comme ça qu'on a divisé les... Parce que dans mon rôle, tu sais, je vais négocier aussi les sites qu'on occupe. Puis ça, c'est des choses qui se négocient beaucoup d'avance, tu sais. Puis c'est des longues conversations. Il faut rassembler bien du data, tu sais. Puis... Fait que dans le fond, vous faites ça quand c'est pas la période estivale. Exact. Ben moi, en fait, là, je suis déjà en train de le faire pour 2020. OK. C'est ça. C'est qu'à la direction générale, il faut toujours que tu sois 10 coups d'avance. Ça, tu sais, il faut déjà que tu comprennes. Fait que moi, je suis déjà en 2020 depuis quand même plusieurs semaines. Ce qui fait que je pourrais pas être justement les deux mains dans les événements présents, puis à la fois dans l'année suivante. Puis si je le fais pas maintenant, ben c'est que si on est tous dans l'opérationnel, on close notre saison à la mi-octobre. Le temps de se réveiller, il est trop tard. Les gros budgets, les gros enlignements pour les années suivantes sont passés déjà en automne. Fait que c'est là où que l'équipe grossisse puis que l'événement grossisse, ça fait ça aussi sur mon travail, c'est que je suis de plus en plus décalée. Il faut que j'ai plusieurs années d'avance dans le développement. Fait que, mais c'est super intéressant. Puis c'est là où l'événementiel, ça comporte ses défis. Il demeure que cet été, il y a bien des moments où il a fallu que je mette de côté tout le développement sur le futur parce que là, il y avait des urgences cette semaine. Maintenant, il fallait que ça se règle, il fallait que tout le monde mette la main à la pâte. Puis c'est ça qui se passe. T'sais. Quand c'est là, c'est devant toi, c'est urgent. Tu mets de côté les autres choses moins urgentes. Mais fait, on jongle avec beaucoup de comme, dossier urgent de cette semaine et il faudrait quand même travailler sur qu'est-ce qui s'en vient dans un an. Puis maintenant que vous avez 3 stations, c'est plus imprévu aussi. Exactement, c'est ça. Ça fait plus de parties prenantes aussi à garder en compte. Puis, tu sais, dans la planification budgétaire aussi, là, tu sais, on a des super employés qu'on a recrutés cet été avec nous qui sont très intéressés à rester à l'année. Bien, eux, je peux pas leur donner une réponse au mois d'octobre une fois qu'on a fini de faire les bilans financiers. Il faut projeter toujours dans le futur pour dire, OK, on peut se permettre de garder 2 ou 3 personnes. OK, on va pouvoir leur annoncer parce que sinon, ben, les gens, ils cherchent autre chose puis tu perds des belles ressources. Au niveau des OBNL, parce qu'en fait, j'ai découvert l'année dernière que c'était une OBNL. Je pense que j'ai été très surprise, comme beaucoup de gens. Comment ça se passe? Comment vous avez choisi ce modèle-là? Parce que je sais que moi, j'écris sur les ONG, fait que je connais un peu la problématique des bailleurs de fonds. Comment tu fais pour gérer ça? Comment ça se passe justement sur la planification à long terme? Parce que vous savez jamais vraiment si vous allez les avoir ou pas, ces contrats financiers. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment... Oui, le modèle de l'OBNL, ça comporte vraiment beaucoup d'avantages, mais beaucoup de défis aussi. Puis il y a comme des
il y a des espèces de sujets, c'est pas tabou, mais c'est juste qu'on l'aborde très rarement. Par exemple, qu'un OBNL peut vivre une croissance, puis il y a des croissances. Un OBNL, c'est une entreprise quand même. Tu sais, il y a des dynamiques, donc, d'organismes qui sont plus dans la charité, où là, c'est plus... Il y a moins d'opérations, d'obstructions, de besoins dans ce sens-là, peut-être, mais même eux ont des services. Mais des OBNL culturels ou des OBNL qui activent comme nous, ben, ça comporte vraiment ces défis, justement, où ben, là, j'ai besoin de planifier sur le long terme, mais il y a plein de facteurs qu'on ne contrôle pas, surtout au niveau financier, où on doit vraiment être en mode hypothèse constante. Puis, mais la clé, c'est vraiment d'être agile, de toujours avoir 3 à 4 scénarios en tête, de se dire, bon, si celle-là ne fonctionne pas, comment on peut pallier à ce mode de revenu, si ça ne fonctionne pas. Fait que la clé, nous, on tend vraiment à diversifier nos formes de revenus. Puis l'OBNL, en fait, c'est ça. C'est un OBNL parce que, premièrement, on agit sur le domaine public. Donc ça, c'est vraiment une donnée importante. On produit... C'est important pour nous que la programmation soit accessible, que les espaces soient gratuits. Donc, c'est vraiment une autre dynamique que si on était une entreprise qui cherche donc à faire du profit nécessairement, puis qui va charger pour n'importe quel service. Est-ce que vous aviez pensé à ça au début, peut-être de faire payer les gens pour, par exemple, une conférence? Oui, ben au début, c'est sûr que, tu sais, quand tu explores les différentes possibilités de financer ton projet, tu te dis, bon, ben pour tel type de contenu, peut-être que ça pourrait être payant. Puis quand on l'a proposé au Plateau Montréal, eux autres, c'est super important que l'espace public ne soit pas privatisé, qu'il soit accessible en temps à tout type de clientèle. Mais cette contrainte-là est devenue une opportunité parce qu'en fait, on s'est rendu compte, ben c'est tellement plus fort comme impact, comme rayonnement, comme taux de participation quand c'est gratuit. Fait que c'est là où les fonds publics dans le projet viennent pallier à ça, dans le fond. Tu sais, les partenaires qu'on a, c'est le ministère de l'Économie, Service du développement économique de la Ville de Montréal. Eux autres sont vraiment là pour supporter surtout tout le côté de la programmation pro, les lunch and learn, les conférences. Tu sais, souvent, c'est du gros contenu qui coûterait quand même cher ailleurs sur le marché. Puis nous, on le fait au soleil en plus. Fait que c'est même plus attractif que dans un petit local brun là, à l'autre bout de la ville. Exact. Fait que c'est un peu ça la twist. Mais c'est sûr que on a aussi, pour stabiliser un peu l'entreprise, parce que sinon, d'être vraiment dépendant de subventions, d'être toujours dans cette dynamique-là, c'est juste pas viable. Ouais, c'est super drainant. Donc, on a aussi une compagnie enregistrée qui s'appelle Bon Plan Production, avec laquelle on offre des services professionnels parce qu'en dans le fond, on s'est rendu compte qu'on se faisait beaucoup approcher par des gens qui aimaient ce qu'on avait fait avec Art Commune puis qui, là, nous voulaient comme consultants pour créer un espace extérieur ou pour faire de la programmation, nous dire... On cherche à attirer les jeunes professionnels millennials en sneakers, là. Puis donc, on s'est dit, bon, évidemment, on se distingue pour quelque chose. Donc, on a cette compagnie avec laquelle on fait des contrats clients qui ont pas de lien avec la mission de l'OBNL, qui est de revitaliser des espaces puis de venir créer de la synergie dans des secteurs d'affaires. Fait que ce qui nous permet, tu sais, par exemple, quand nos ressources humaines, ce qui fait qu'on peut les avoir à l'année, c'est qu'on a une portion de revenus plus stable qui vient des contrats-là. Puis, ben on est dans les mêmes types de projets, même kill set qui est nécessaire pour l'OBNL. Fait que ça nous permet d'être équilibré le plus possible puis de venir un petit peu pouvoir absorber le risque des opérations de l'OBNL. C'est vraiment en soutien, en fait, l'OBNL, au final. C'est vraiment un modèle... qui fonctionne, j'ai l'impression. C'est vraiment cool. Oui, exact. C'est un modèle, faut le faire. C'est vraiment important de distinguer les deux, distinguer les services parce que, évidemment, quand tu reçois des subventions aussi d'un côté, au niveau des partenaires publics, ils veulent être sûrs que cet argent-là ne s'en va pas par la porte d'en arrière vers une compagnie privée, tu sais. Fait que pour nous, c'est vraiment important de distinguer les projets, les missions de chacune des entreprises. Mais au moins, en termes de ressources humaines, bureaux, tout ça, bien, ça permet de venir joindre les activités de deux entreprises, puis donc de stabiliser un petit peu le risque.
Puis toi, justement, ta relation avec le risque, comment ça se passe? Parce que nous, on avait lu aussi là, dans des études que, justement, peut-être des fois, les femmes étaient moins entrepreneurs parce qu'il y avait comme justement de la misère à aller demander des subventions, puis plus risqué, ils allaient plus vers le love money, ou mettons leurs économies, que d'autres, des hommes, dans le fond, qui allaient plus demander des prêts à la banque. Oui, ça, c'est vraiment... J'ai de la misère à saisir. Est-ce que c'est dans la façon qu'on éduque, qu'on élève les filles dans notre société, ou est-ce que... Mais c'est vrai, puis on l'observe vraiment sur le terrain. C'est même, tu sais, pour aller demander de l'argent, mais pour négocier un salaire, même pour appliquer sur un travail. Tu sais, je discutais avec une femme qui travaille chez Cascade, qui est une grosse entreprise, qui nous expliquait qu'ils ont mis un système dans les évaluations de personnel pour presque forcer un peu les femmes à identifier leurs forces puis leurs compétences transversales qui pourraient être appliquées sur d'autres postes pour les pousser pour pouvoir aller dire « Est-ce que tu as vu le nouveau poste qui est offert? Peut-être que tu pourrais appliquer. » Parce qu'ils se rendaient compte que les femmes, souvent, vont regarder une offre d'emploi puis se dire « Je suis pas certaine que j'ai 100% des compétences vraiment nécessaires, donc je n'irai pas. » Alors qu'un homme va plus se dire « Ah, ben, c'est pas exactement ça que j'ai fait, mais je suis capable. » Puis il va y aller. Tu vas juste y aller. Puis c'est vraiment ce moment-là de se dire « J'ai confiance, puis sais-tu quoi? Au pire, je vais me planter. Au pire, j'irai, puis ça marchera pas. Je vais vivre un échec, puis je vais dire « Ah, ben, j'ai essayé, je pensais que j'étais capable, j'étais pas capable. » Mais on dirait que pour une femme, ça semble être plus rare, cette espèce de confiance-là, de se dire ben, premièrement, je pense que je serai capable, et deuxièmement, si jamais c'est un échec, ça va pas m'enlever de la valeur comme individu. Je vais juste avoir essayé. Ça fait juste partie de mon parcours, tu sais. Puis, moi, ça, c'est quelque chose que je pense que j'étais beaucoup moins confiante, beaucoup moins apte à prendre des risques plus jeune. Puis, je suis de nature beaucoup plus prudente, prévoyante. Puis, on dirait qu'avec le temps, plus j'en fais, puis plus je vois des hommes, des fois des hommes qui vont être moins compétents que toi, même, aller vraiment au-devant, puis tout ça. Puis moi, ça m'a comme un peu brassé, puis réveillé, puis donné le goût de dire, ben, tu sais quoi, cette espèce de confiance aveugle, là, je vais la forcer un peu. Fait que maintenant, je prends plaisir même à aller cogner à des portes, demander des gros montants d'argent, puis dire, ouais, on a vraiment un beau projet de qualité qui va avoir de l'impact, on est capable. Puis de me dire, ben des fois, ça va venir avec des échecs, mais tu peux jamais garantir que ça va fonctionner à 100%. Ça fait partie de la game. Puis, mais c'est sûr que des fois, je prends le métro, puis je retourne à la maison après une journée de travail et je suis mortifiée de peur que des pas qu'on fait, des décisions qu'on prenne ne fonctionnent pas. Là, ça veut pas dire que tu es plus stressé puis que tu le vis plus. Mais à chaque fois, c'est de se dire, ben OK, qu'est-ce que c'est le pire qui peut arriver? Si ça arrive, on va trouver une solution. Puis on aurait essayé. Puis si tu n'essayes pas, tu as 100% des chances que ça ne fonctionne pas. T'sais. Fait que, mais oui, c'est vraiment une... Tu l'as vraiment remarqué, même de toi-même. Oui, même de moi-même, exactement. Que même l'équipe, des fois, dans des petites choses, nous, maintenant, on est 5 des cofondateurs du départ qui sont restés. Puis on est donc 2 filles, 3 gars. Puis les 2 filles, souvent, quand on va proposer quelque chose, on va tout l'avoir préanalysé déjà pour sortir les pour, les contre, les avantages, les désavantages, avoir backé nos affaires avec plein de data pour être sûr que ce qu'on va proposer a du sens, alors que les gars vont être beaucoup plus... Oui, c'est ça. Alors que les gars vont être beaucoup plus... Même ça, qu'on devrait faire, tu sais, ont vraiment plus confiance dans leur espèce d'instinct. Fait que c'est... Ouais, je sais pas qu'est-ce qui cause tout ça, mais c'est effectivement une différence assez notable. Mais il faut se dire, OK, ben nous aussi, on peut prendre des risques et donc vivre des échecs. Puis ça ne fera pas de nous de moins bonnes personnes ou des losers ou de moins bonnes femmes d'affaires. Toute personne en affaires vit des échecs. Ça, c'est comme, il faut juste apprendre à vivre avec, là. Puis ça fait partie des apprentissages. C'est un peu ça l'entrepreneuriat, j'ai l'impression aussi. Ben oui. Ce côté erreur, échec, mais qui recommence avec... on recommence avec une meilleure idée, justement, parce qu'on a appris de cette épreuve-là. Mais c'est vraiment super intéressant. Sur une note plus positive, l'espèce de côté-là que souvent on retrouve,
ont genre un peu féminin du fait de se baquer avec beaucoup de choses. C'est positif au final parce qu'il y a des études qui montrent que du coup les femmes quand elles font des demandes de financement, elles sont tellement préparées qu'elles les ont plus souvent que les hommes parce qu'elles ont beaucoup plus préparé leurs demandes, fait qu'elles arrivent plus sûres et plus préparées et ça a un bel impact. Donc c'est quand même positif, mais c'est sûr que je suis vraiment d'accord avec toi. On a tendance à s'empêcher d'appliquer à des choses. Mais oui, effectivement, c'est vraiment positif. Puis on le voit en pitch, quand on part en pitch, moi et mon autre collègue féminine, on fait un pitch au départ, puis quand les questions arrivent, t'es pas pris à patiner parce qu'on est tellement baqué parce qu'on a créé que ça bounce, puis ça met vraiment les gens en confiance. T'sais, quand t'as des bonnes réponses aux questions, quand t'es solide dans ce que tu affirmes, ben, ça marche bien. Cool. Puis on se demandait aussi peut-être un peu les défis que tu avais rencontrés en tant que jeune entrepreneur. Tu as 29 ans, si je ne me trompe pas. J'ai 30 ans. 30 ans maintenant. Ben, c'est quand même jeune pour avoir parti un aussi gros projet. Fait que peut-être les défis que tu as rencontrés. Il y en a plusieurs. C'est sûr que, tu sais, il y a comme justement en termes de confiance, on a vraiment des biais cognitifs des gens rentrent dans une pièce, puis c'est nécessairement, disons, la personne la plus âgée qui est la boss. Ou si t'es deux personnes qui ont le même âge, un gars et une fille, vraiment souvent, quand on va vouloir parler d'argent ou... On a comme l'impression qu'on peut discuter avec la fille de certaines choses, mais au moment crucial de parler du deal, là, de où est-ce que ça va s'en aller, puis combien, les yeux se tournent vers le gars. C'est vraiment... Pas tout le monde. C'est quand même générationnel. Là, Mais ouais, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué en rencontre. Il y a un de mes collègues avec qui on fait beaucoup de dev ensemble, développement de partenaires, justement, partenaires publics ou de gros contrats. Puis c'est une dynamique vraiment récurrente où comme j'arrive, je lead le pitch, puis quand il y a le moment de poser des questions puis de parler d'argent, les yeux se tournent vers mon collègue masculin nécessairement, tu sais. Ça, c'est comme... C'est des... Puis les gens, ils font pas exprès, c'est pas de la mauvaise foi, mais c'est vraiment des réflexes où on a l'impression que, justement, c'est plus le gars là, qui va pouvoir parler de chiffres, qui va pouvoir parler du deal, puis signer en bas là, du contrat. Fait qu'il y a ça, il y a ces espèces de présuppositions-là. Puis, ouais, je pense que c'est ça. Il y a certaines personnes qui ont plus de misère à accorder de la crédibilité à des projets d'affaires qui sont portés par des jeunes femmes qui vont avoir besoin de beaucoup, beaucoup plus de preuves tangibles que ça va fonctionner que si c'est un homme plus âgé, plus expérimenté. Ah là, tu sais, la confiance est beaucoup plus facile à gagner. Mais en même temps, en ce moment, dans un contexte où comme on parle beaucoup de féminisme, les discours changent vraiment autour de ça, c'est aussi parfois un avantage. Les gens sont comme « Yeah! Des jeunes femmes qui font des projets, OK, on va mettre de l'attention plus sur ce qu'ils font. » Fait que je dirais que c'est comme à double tranchant. Dans le capital symbolique, donc c'est-à-dire l'espèce de rayonnement médiatique, intérêt porté à ce qu'on fait, c'est un plus, c'est positif. Puis, mais après, dans le capital, c'est-à-dire dans des formats plus conventionnels, là, de comme, OK, là, on parle d'argent puis de modèle d'affaires. Des fois, ça peut être... c'est comme s'il faut redoubler, justement, de confiance puis connaître ses chiffres au bout de ses doigts puis vraiment pouvoir backer ce qu'on dit là, pour mettre les gens en confiance. Et toi, par rapport à ça, est-ce que tu as déjà senti comme le syndrome de l'imposteur? Parce que souvent, justement, c'est ce que les jeunes femmes entrepreneurs vivent à cause de aussi un peu ça, le fait que plus le capital traditionnel va moins les reconnaître tout de suite. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir ça? C'est pas un syndrome que je vis beaucoup, en général. Tant mieux. Ouais, vraiment. Ouais, tant mieux. Je me souviens plus de moments où je me serais, disons, pas sentie à ma place ou... non, c'est ça. Je pense pas que je le vive tant. Je pense qu'il y a mais il y a des institutions ou des endroits où j'ai moins l'impression, effectivement, de fitter, mais je le prends pas comme une attaque, disons, contre ce que je fais ou contre notre projet d'affaires ou tout ça. Non, c'est plus comme, OK,
Les autres sont plus là-dedans, c'est moins mon truc, mais heureusement, ouais, c'est pas un réflexe beaucoup que j'ai. C'est super positif. Ouais, c'est ça. Moi, je vais peut-être revenir un peu plus aussi sur Air Commune puis les deux nouveaux projets. Là, quand tu as commencé, tu as décidé de partir ça l'année dernière. Comment ça s'est passé, les étapes, parce que c'est arrivé en même temps? Ouais. Tu peux nous parler un peu de comment tu as géré ça? Oui, bien ça, c'est, tu sais, en développement, tu te dis toujours, faut développer comme en pensant que 40% ou 50% des filons que tu développes vont se concrétiser. Fait qu'il faut toujours que tu développes plus parce que si tu ne fais que développer les projets en disant celui-là, il va arriver, celui-là, il va arriver, bien là, dès que quelque chose n'arrive pas comme prévu, tu as comme un manque. Fait que, ben, ça, c'est nous, là. Je sais pas si tout le monde fonctionne comme ça, mais nous, il y a tellement d'imprévus puis tellement de facteurs que, justement, on va toujours avoir plusieurs chantiers de développement en même temps. On développe les opportunités. Puis, un moment donné, au moment où c'est comme, là, il faut y aller puis mettre la pédale au fond, là, on se dit, OK, quelle opportunité est la plus avancée, la plus réaliste, a plus de chances de fonctionner, puis on met nos énergies dessus, mais il reste que, il y a toujours, c'est ça, plusieurs opportunités qui se développent en même temps. Donc, en 2018, quand Air Commune a eu beaucoup, beaucoup de succès, bien là, c'est sûr qu'il y avait des intérêts de d'autres quartiers d'avoir des espaces comme ça dans leur secteur. Et donc, on s'est fait approcher par certaines SDC ou nous, SDC étant des sociétés de développement commercial. Fait que c'est des associations, disons, de commerçants où eux vont cibler un territoire. Souvent, ça va être une rue commerciale, mais de plus en plus, on le voit aussi, ils créent des territoires d'affaires. Puis les gens qui ont un commerce ou une entreprise dans ce territoire peuvent être membres de la SDC, cotisent à chaque année. Ça crée un budget où la SDC, son rôle, c'est de garder le secteur attractif, ramener du monde en magasin, tu sais, donc s'assurer que le milieu d'affaires est dynamique, vivant, puis que les entreprises vont bien sur ce secteur-là. Les SDC ont nécessairement donc de l'intérêt pour ce qu'on fait parce que c'est un plus dans un secteur d'affaires. Pour les employés, c'est le fun. Ça aide à la rétention, attraction de personnel, puis ça crée de l'activité économique aussi nécessairement. Les gens, quand ils viennent à Air Commune, après ou avant, ils dépensent de l'argent dans les commerces autour du quartier. Donc, c'est ça. Fait qu'on on s'est fait à la fois approcher par certains partenaires comme la SDC District Central et le secteur Chabanel. Et nous, on avait aussi comme idée, on se disait, bon, il y a vraiment un beau potentiel de développer ça pour d'autres quartiers. Puis, il y avait le secteur du quartier de l'innovation dans le sud-ouest de Montréal qui nous semblait tout naturel parce que tu as des entreprises, hubs, incubateurs, des centres d'innovation, de formation là. Donc, c'était comme un fit naturel pour nous. Fait qu'on a commencé à développer ces différentes avenues-là dès 2018. T'sais, c'est long, le développement quand même, le temps de juste trouver un site. Et pour faire un Air Commune, un site vacant qui ne sera pas en chantier, qui n'a pas déjà un projet dessus immobilier. Oui, c'est ça. Gros défi. C'est gros défi, vraiment. Qu'il n'y a pas une tour à condo directement en face, parce que, tu sais, ça fait du bruit, là, quand même, rester ces personnes-là. C'est vraiment compliqué, c'est beaucoup d'étapes. Donc, toute 2018, on était en mode recherche de sites, évaluation des possibilités pour certains secteurs. Puis, tu sais, il y a ces projets-là qui se sont concrétisés, mais il y en avait plein d'autres qu'on développait aussi en même temps qui ne se sont pas concrétisés. Mais il demeure que, dans notre espèce de planification, pacing, on se disait, bon, un site en 2018, 2019, 2, 2020, peut-être là un troisième. Puis finalement, les choses ont comme déboulé, puis plus de choses qu'on espérait penser ont fonctionné. T'sais, on avait quand même fait l'exercice, OK. Parce que, donc cet été, on avait Air Commune, Nouvelle Vague et Greenhouse, qui étaient 3 espaces opérés par nous. Puis on avait le Petit Montréal, qui est ça, qui était plus comme on était prestataire d'un contrat pour la SDC Destination Centre-Ville, mais il demeure que c'était un espace qu'on devait concevoir, fabriquer, animer, tout ça. Donc, c'était la même équipe qui allait gérer les 4 espaces. Puis, il reste qu'un moment donné, dans l'hiver, pendant ce développement-là, on était comme, OK, mais si jamais les 4 fonctionnent, comment on va faire? Fait, on a fait l'exercice. OK. On avait une grande porte vitrée au bureau, puis on a sorti les marqueurs, puis on a fait l'organigramme. Qu'est-ce que ça nécessite, 4 sites? Comment on organiserait l'équipe? Comment on organiserait les opérations? Puis quand on a vu ça, on a eu une espèce de vertige, là, de dire, OK, ce serait 23 personnes, temps plein, ce serait tel type de service, il faudrait aller chercher ça.
néanmoins, on avait le plan en tête. Puis graduellement, comme les opportunités se sont confirmées, ben on s'est mis en mode recrutement. On est allé chercher nos équipes, recruter le monde qu'on aurait besoin. Puis on a lancé l'été en se disant, on espère que ça va marcher. Parce que, tu sais, tant que tu l'as pas fait, tu sais pas si ça va marcher. T'as beau t'inspirer de plein de modèles, de gens que tu connais, d'autres entreprises, que ça marche. Il reste que tant que tu l'as pas essayé, tu sais pas. T'sais, ta formule à toi est toujours spécifique. Fait qu'on s'est lancé dans cet été-là avec les 4 projets, avec la grosse équipe. Puis ça a marché. On a fermé Air Commune vendredi dernier. Puis en réalisant que c'était la dernière soirée, je me suis dit, aïe, 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 quel chemin a été parcouru cet été. On dirait que c'était vraiment un gros bet. On savait pas si ça allait marcher, puis que ça allait fonctionner, puis qu'on a une équipe solide, vraiment compétente. On a tellement accompli de choses cet été. Il y a des semaines où je recevais la programmation de la semaine, puis il y avait genre 16 événements qu'on organisait, puis ça marchait, ça roulait. Ils étaient tous communiqués, il y avait du monde à toute la communication, la programmation était solide. Fait qu'on s'est dit, mission accomplie. On l'a eu. Cool. Félicitations. Merci. Je pense que toutes les deux, on a été à différents événements dans les 3... différents espaces, puis c'était vraiment le fun. On est fans. On est vraiment fans. Es-tu encore capable de faire une activité avec ces personnes-là que juste que pour le fun, tu sais, sans absolument. parler de... Ah, OK, ben Absolument. On se fait des trips de camping, des parties, des dégustations de vin, on a bien... Puis ça, c'est vraiment important là, de toujours... Ben, je pense que la clé, c'est beaucoup de communiquer, de défaire les nœuds au fur et à mesure que tu les rencontres, tu sais, parce que sinon, quand tu deviens à accumuler des frustrations contre d'autres personnes, ben là, tu perds ton espèce de tolérance, puis même en ami, tu as peut-être moins envie de l'avoir. Puis des fois, il faut accepter ça aussi. Des fois, j'ai besoin de prendre un break de mes partners. Puis je prends un break des autres, ou tu sais, pendant quelques semaines, tu fais plus des choses ailleurs, puis ou tu pars en vacances avec d'autres personnes avec qui tu travailles pas. Puis ben le dimanche que je reviens de vacances, j'ai hâte de les voir. Tu sais, ça, c'est comme vraiment... Puis ça, c'est une chance, là, dans le sens où on avait une amitié aussi qui existait avant que notre projet d'affaires existe. C'est pas tout le monde qui fit aussi bien. Ouais, c'est mais oui, on est capable de vraiment diviser les deux. Puis moi, c'est une des choses, je pense, qui me permet de rester saine d'esprit dans tout ça, c'est que je fais vraiment une cassure très, très franche entre le travail puis la vie personnelle. Là. C'est comme si on se fait un souper d'amis. Des fois, je vais mettre comme une espèce de consigne, on parle pas de job, OK? Ça me tente juste pas. On va parler de n'importe quoi d'autre, mais pas de job. Puis quand je pars en vacances, je déplugue, je m'en vais dans des montagnes où il n'y a pas de réseau de cellulaire. Je m'en vais juste complètement dans autre chose pour faire de l'espace dans mon cerveau. Parce que sinon, tu es juste toujours en train de penser à ça, puis à un moment donné, t'as comme le nez collé sur tes problèmes. Faire la différence entre les deux, c'est pas toujours facile, tu sais. Si tu t'es bien pogné dans l'après-midi sur un sujet professionnel puis t'as un souper le soir, faut comme que tu changes de mindset, puis c'est pas toujours si évident. Mais à date, on a vraiment réussi à garder une belle amitié à côté de notre projet d'affaires. Cool. Ben justement, Urbania a fait un article avec les 2 fondatrices de Club Kombucha sur qu'est-ce que ça fait qu'être amie avec sa partenaire d'affaires. Et toi, tu penses que ça peut être un atout Ah ouais, moi je pense que ça peut être un atout parce que quelque part, quand t'es amie, ben t'as de l'amour, t'as de l'amitié pour la personne. Fait que peut-être tu vas être plus empathique, plus compréhensif dans des moments plus difficiles. Tu vas avoir plus tendance à mettre dans la peau de l'autre puis essayer de comprendre, disons, pourquoi il est moins sur sa game cette semaine. Puis, ben ça fait aussi très concrètement que tu passes ton quotidien avec des amis. C'est vrai. Même si tu es dans une dynamique de travail, c'est le fun, rentrer au bureau puis c'est toute une gang d'amis puis on rit puis tout ça. Puis oui, on travaille fort puis des fois on s'entend moins sur des trucs. On n'est pas toujours dans le plaisir et l'allégresse. Mais il reste que ton quotidien, c'est quand même travailler vraiment, vraiment fort sur un projet qui te ressemble puis qui te motive avec des amis. Fait que c'est... Quand tu arrives à le canaliser, moi, je trouve que c'est vraiment une force. C'est vraiment intéressant. Alors, est-ce que c'est rendu tes vacances, là, vu que la grosse période est finie? Ben, je vais en prendre plus à la fin de l'automne. Là. J'ai comme un gros moment, justement, de bilan à produire et de projet 2020 à faire pour comme
négocier les sites puis signer tout ça avant Noël. Fait que j'ai comme un bon rush, même si les activités sont finies. Mais quand ce rush-là va être passé, je vais prendre un petit 2 semaines de vacances avec mon amoureux, là, à tout décrocher complètement. C'est sûr, ça doit être vraiment difficile de vraiment décrocher, c'était avec nos téléphones et tout ça, justement, vu qu'on est des milléniaux, enfin, on est plus ou moins là, mais c'est dur d'arrêter le travail vraiment, parce que même dans nos loisirs, on utilise nos téléphones, fait que je trouve que... Faut vraiment que tu le provoques. Nous, on communique beaucoup avec Slack à l'interne. Vous voyez, c'est quoi une plateforme d'espèce de chat. Puis, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève Slack de notre téléphone quand on part en vacances, carrément. C'est vraiment fou. Faut que tu le provoques. Là. Tu mets ça à off, puis tu te forces à... Parce que si tu reçois les notifications, tu le vois passer, c'est sûr que tu vas pas décrocher. Fait que ça, tu le mets en mode avion. Ou t'enlèves les applications de travail de ton téléphone. Puis on se garde toujours, tu sais, il y a toujours comme une façon de... Si jamais il y a urgence, ben écrivez-moi sur Messenger ou envoyez-moi un petit texto. Mais puis tout le monde est très respectueux des vacances des autres aussi. Là. C'est comme... À moins que ce soit vraiment... ça va exploser, puis t'es la seule personne qui peut nous sortir de cette impasse. On respecte vraiment la bulle des autres, parce que justement, c'est tellement prenant ce qu'on fait mentalement et physiquement que quand c'est les vacances, c'est les vacances. C'est vraiment bon d'arriver, je trouve, tout centraliser sur une seule application. Parce que nous, à notre niveau, même au niveau des associations, on s'envoie des messages. On a Slack aussi. Quand on ne l'utilise pas, on va recevoir un texto. Puis si c'est urgent, mais c'est jamais vraiment une urgence, on reçoit sur Messenger. Fait qu'on est genre tout le temps sollicité. C'est dur d'arriver à se contenir et à rester comme... Vraiment, oui. Puis, tu sais, la clé toujours d'un logiciel de ce type, c'est que si c'est pas absolument tout le monde qui l'utilise à tous les jours, ça marchera pas. Tu sais, justement, s'il y a quelqu'un que tu sais qui regarde jamais ses messages sur Slack, bien là, ça veut dire que pour avoir une conversation à plusieurs personnes avec cette personne-là, tu vas comme ouvrir une chaîne de courriel ou une chaîne de texto. Puis là, tu viens de péter ta possibilité que ça marche. Fait que, ça, c'est vraiment un défi aussi à l'interne. Il y a toujours comme des plateformes de gestion de projet magiques où c'est tellement simple, tu peux attribuer les tâches, mettre des dates, mais si c'est pas absolument tout le monde qui l'utilise tous les jours, tu passes à côté du purpose, parce qu'il faut que tu dédoubles les plateformes. Là. Fait que nous, à date, Slack, ça fonctionne très bien. Justement, l'équipe est là tous les jours, tout le monde a son Slack ouvert quand il travaille, fait que ça marche. Mais mettons, gestion de projet, on n'a pas encore réussi à trouver notre jam, là, trouver le truc que vraiment tout le monde utilise. Parce que tu as toutes sortes de personnes dans une équipe. Tu en as qui sont très papier, qui vont fonctionner autrement. Et on va étape par étape. C'est un bon conseil, je trouve. Puis les prochaines années, c'est quoi les plans? Est-ce que tu peux nous dévoiler un petit... Tellement de plans. En fait, là, tu sais, par rapport à l'OBNL et les sites qu'on a ouverts, ça a été justement une grosse année, là, un gros pas d'ouvrir ces nouveaux sites-là. Puis à un moment donné, on veut pas saturer non plus le marché montréalais de plein d'espaces à faire vivre puis à animer. Fait à ce niveau-là, on veut consolider ce qu'on a, puis comme amener chaque site, chaque endroit à pleine maturité, avoir sa communauté qui roule, ses événements, son ADN vraiment clair. Puis au niveau des services professionnels, c'est là où la prochaine explosion, disons, la prochaine grande croissance est vraiment à ce niveau-là. Aussi parce que ça va nous permettre justement de stabiliser plus l'entreprise avec des revenus plus stables, puis de pouvoir comme atteindre une espèce de vitesse de croisière, je dirais. Puis c'est sûr que Montréal, c'est une ville extraordinaire. Il y a plein d'autres villes extraordinaires dans le monde qui pourraient accueillir des projets comme ce qu'on fait. C'est pas simple exporter un concept comme ça. Fait qu'on est là-dedans, à regarder les différentes formes d'exportation, comment on pourrait packager, si on veut, ce qu'on fait pour que ça s'exporte. Fait que c'est sûr que on est là-dedans. Je dirais, les projets montréalais, les consolider, faire grandir l'offre professionnelle, les contrats, puis cibler des espèces de contrats de rêve. Là. Il y a comme certains contrats qui nous tentent vraiment, puis qu'on va développer dans ce sens-là. Puis regarder des formules d'exportation. Ça, c'est comme nos 3 chantiers de dev.
On a hâte de voir ça. Il y en a beaucoup à faire. Il y en a, oui. Oui. Tellement d'opportunités. Exact. Mais cette année, je trouve que vous avez vraiment ciblé, c'est une impression extérieure, mais des endroits où il y avait vraiment un besoin. Moi, j'ai travaillé dans le district central. Ouais. Et ouais. C'était pas facile. Sur l'heure du midi, on avait un parc. Mais il n'y avait rien. Il y avait comme 2 endroits où on pouvait acheter de la nourriture, mais il y a des grosses entreprises dedans. Il y a beaucoup du monde de la mode et du textile. Il y a 25 000 travailleurs dans le secteur de cette SDC-là. Et 25 000, là, c'est le double de ce qu'il y a dans le Myland. C'est énorme, la quantité de personnes. C'est fou, Puis vraiment. il n'y a rien pour eux. Ça. C'est la déprime. Là. Les gens arrivent en autobus, ils font leur journée de travail. Soit ils ont leur lunch ou ils doivent prendre leur char peut-être pour aller luncher quelque part. C'est vraiment pas une expérience urbaine à échelle humaine comme d'autres quartiers le sont. Mais le potentiel est énorme. Justement, c'est quand même accessible en transport en commun. Tu as des millions de pieds carrés commerciaux vraiment moins chers qu'ailleurs. Fait que tout le potentiel est là. Il y a de la vision. Il y a ce site énorme en plein cœur du quartier qui est vacant, qui est vide. Puis où, je pense, l'ancienne administration de la ville voulait transformer ça en stationnement de la voirie. Puis c'est là qu'il y a des voix qui se sont élevées de dire on essaie de créer un quartier. C'est sûr que si tu viens mettre un gros stationnement en plein milieu, tu m'aides pas vraiment. À comme rendre ça vivant puis le fun. Puis là, nous, on est dans ces efforts-là de dire regardez ce que ça pourrait devenir, ce lieu-là. Fait que c'est vraiment plus un long shot que, tu sais, le Myland, il y avait une culture déjà là. Il y a quelque chose qui était beaucoup plus avancé, mettons, dans... Le fit était déjà vraiment... Exact. Le fit était déjà super naturel, ce qui en a fait le quartier idéal pour lancer le projet. Puis dans le district central, ben c'est vraiment plus une vision à long terme de se dire comme le quartier va grandir, se dynamiser, l'offre pour les travailleurs et résidents, tu sais, créer un mix aussi là-dedans. Fait que c'est là où nous, on vient s'inscrire. Ouais, c'est vraiment... Mais en plus, dans le Myland, c'est collé au champ des possibles. C'est comme, je trouve que ça rend encore l'expérience plus belle parce que il y a la friche urbaine qui est plus citoyenne avec air commune qui est publique. C'est tellement un beau... ça fait de l'énergie vraiment de quartier. C'est vraiment... ça va devenir comme... vraiment un point central du quartier, j'ai l'impression. C'est un beau pied de nez à la pression immobilière qui est extrêmement forte aussi dans le Myland. C'est comme la valeur du pied carré dans le Myland, c'est incroyable la pression qu'il y a. Fait que oui, d'avoir ce petit secteur-là, que c'est comme, ben non, ici, il y a de la place à la végétation libre, puis il y a de la place à une place ouverte à tous, publique, où c'est pas la guerre de la location du pied carré. Je pense que c'est comme, ça garde le quartier aussi, une espèce de vision justement à l'échelle humaine, puis de dire c'est un quartier humain qui est le fun à vivre aussi, tu sais. Vraiment. Puis j'ai l'impression que ça va aussi avec la vision de Valérie Plante, la mairesse, avec son grand parc qu'elle veut créer dans l'ouest, si je me trompe dans l'ouest de l'île. C'est vraiment là-dedans, et je pense que il y a vraiment du développement intéressant. Il y a toujours, tu sais, ça comporte toujours ces défis, par exemple, de faire des événements qui accueillent, disons, 1700 personnes à côté d'une réserve de biodiversité urbaine où tu veux contrer le piétinement, ou tu sais. Fait c'est pas tout qui est, tu sais, le côté événementiel, des fois, peut être plus complexe à faire cohabiter, justement, avec du verdissement. Mais je pense qu'à chaque année, c'est ça, on l'intègre de plus en plus, puis on travaille vraiment fort là-dessus pour en faire des projets les plus... viable possible, tu sais, faire de l'éphémère durable, ça sonne un peu contradictoire, mais il y a une façon de le faire, puis on travaille vraiment fort pour le faire comme ça. C'est super intéressant. Est-ce que le développement durable, c'est une des valeurs un peu de votre OBNL? Ouais, vraiment. C'est comme... C'est même pas... Tu sais, c'est pas au cœur de notre mission, là, dans le sens où on n'agit pas directement contre les enjeux climatiques, mais c'est... On est justement tous des jeunes de 30 ans qui vivent à l'époque où on est. Fait que c'est comme incontournable de se dire... je pense que les entreprises sont des véhicules extraordinaires qui peuvent bouger plus vite que justement que le législatif, que le public, pour essayer de se positionner comme étant une solution. Puis pour mettre de la pression, c'est parce que quand tu es une entreprise, tu as à la fois une clientèle que tu peux mobiliser, sensibiliser, faire changer certains comportements... Puis, ben, tu as aussi toute une chaîne de fournisseurs, ton réseau d'affaires que tu peux amener dans ce sens-là aussi, de dire comme,
Est-ce que tu as une option durable? Ah, tu n'as pas d'option durable. C'est dommage, ça se peut que j'aille vers quelqu'un d'autre. Puis comme on commence à avoir plus de sites, donc plus de besoins, on devient un gros client. Puis quand tu deviens un gros client, tu as une force de levier dans ce sens-là qui est vraiment intéressante. Fait que je pense que ça peut comme créer des chaînes où tu entraînes les gens dans ton sillon de dire, ben on essaie de faire de l'événementiel avec les meilleures pratiques possibles. Puis on se développe dans ce sens-là. Fait que, ouais, c'est vraiment comme... C'est comme une valeur transversale là, qu'on essaie d'appliquer le plus possible à tout. Puis là, cette année, on est dans le parcours développement durable de la Ville de Montréal. Okay. Fait qu'on a un accompagnement par des consultants spécialisés en développement durable qui nous aident à faire le diagnostic de notre entreprise. Fait que voir où est-ce qu'on génère le plus d'impact négatif. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui aurait le plus gros impact. Puis on travaille sur un plan d'action là-dessus. Fait que ça, c'est bien motivant aussi. Mais mettons, vos impacts négatifs, ça serait quoi? Bien, notamment au niveau de la production. On construit beaucoup de choses très, très vite. Donc, des fois, ben puis on a des budgets pas énormes. Fait qu'on va se tourner vers du plywood chinois. Tu sais, que c'est comme coller avec la colle, vraiment pas super bonne pour l'environnement. On va fabriquer des choses, puis après ça, qui seront pas récupérables ou jetables. De moins en moins, mais tu sais, c'est les grands exemples. Là, beaucoup de transport, fait que beaucoup d'émissions quand même de GES dans le montage-démontage du site. Oui, c'est des trucs que, justement, on passe pas naturellement, mais là, derrière, tu sais, des toilettes événementielles, donc portatives et abordables, c'est des toilettes chimiques, souvent, puis c'est pas une belle solution. Puis ça, c'est le genre de choses qu'on cherche un fournisseur qui a une option plus viable. Puis à part des roulettes de toilettes super, super coûteuses, il y a comme pas d'entre-deux encore. Fait que là, tu vois, ça, c'est comme quelque chose qu'on essaie de mettre de la pression sur nos fournisseurs, de dire « Hey, en Europe, il y a des toilettes à compost portatives vraiment cool. Pourquoi c'est pas disponible ici? » Le verdissement aussi, tu sais, on veut des sites avec bien de la verdure, une oasis rafraîchissante, tout ça. Puis souvent, le réflexe facile, ça va être de débarquer chez un Home Depot, disons, acheter plein de plantes pas chères, qui sont des plantes exotiques qui sont arrivées en avion. Versus, là, tu vois, cette année, à Air Commune, il y a 40 de la verdure qui était des plantes indigènes. Ça, c'est juste que ça nécessite du travail en amont. Tu sais, tu travailles avec une pépinière qui fait des semis pour toi longtemps d'avance pour que quand tu installes ton site en mai, tu as des plantes vertes déjà, tu sais. Mais ça, ça. Ça demande plus de travail en avance. Mais là, plus on va travailler avec des pépinières, plus aussi, eux aussi vont s'habituer à avoir une offre pour l'événementiel. Donc, de dire, OK, ton événement est en mai, tu veux des plantes comme ça, des plantes en pot, des grandes, des petites. OK, voici une liste de plantes indigènes avec lesquelles tu pourrais travailler, qui sont belles, qui vont pousser relativement rapidement puis qui sont adaptées au climat. Genre de chantier qu'on travaille en ce moment. En plus, vous avez fait du babysitting de plantes. L'idée est tellement cool. C'est vraiment nice comme idée. C'est tellement original. En plus, ça inclut les gens du quartier. Ils ont un bout de Air Commune chez eux. Exact. Oui, parce qu'on se disait, bon, toutes ces plantes-là là, qui plantent, c'est que là, pendant l'année, tu sais, on est une grosse équipe, mais on n'est pas assez pour tout prendre ça dans nos maisons respectives. Puis là, de se dire, OK, est-ce qu'on essaie notre entrepôt n'a pas de lumière naturelle du jour qui rentre. Fait que c'est pas un bon endroit pour garder les plantes. Puis on voulait surtout pas tout jeter. Fait qu'on a fait un espèce de système où il y a un restaurant en ville aussi qui nous garde certaines des grosses plantes en pot. Puis on a pris en note toutes les entreprises et personnes du quartier qui ont pris des plantes. Puis, tu sais, rendu au printemps, s'ils n'ont pas réussi à la maintenir en vie, il n'y aurait pas de punition. Là, c'est pas ça le point. C'est juste comme, OK, on va essayer au moins de pouvoir en récupérer le plus possible. Puis les gens ont vraiment bien répondu à l'appel. C'est cool. On imagine, on voit beaucoup l'événementiel comme un domaine très... où on accepte beaucoup les gens, on peut être vraiment comme soi-même. Est-ce que tu as déjà senti ou vécu des inégalités comme concrètes en tant que femme? Ouais. Je dirais pas d'inégalité très concrète dans le sens où comme ça t'est pas accessible carrément ou quoi, mais c'est sûr que en événementiel, il y a différents départements. Puis il y a des départements où on est beaucoup plus habitué d'interagir avec des hommes. Tu sais, le monde de la technique, là, les techniciens, des fois, ça peut être un peu peut-être comparable au milieu de la construction. Où c'est comme c'est un univers de gars, puis où peut-être, mais il y a beaucoup de filles aussi et de plus en plus, mais que ça peut être intimidant peut-être pour certaines personnes. Ou
avant d'être dans mes propres projets, j'ai travaillé longtemps justement pour Pique-Nique électronique. Puis après les commandites, je me suis dirigée vers la logistique. Ce qui fait que j'étais la personne ressource pour discuter avec les policiers, ambulanciers, pompiers, les services d'urgence. Puis tu vois, ça aussi, c'est un milieu où c'est très masculin, où ils trouvaient ça vraiment bizarre de parler avec une jeune fille avec une casquette, en arrivant sur le site du Pique-Nique. Ils cherchaient mon boss, tu sais. Y a-tu quelqu'un avec qui je peux parler des procédures d'urgence? Oui, c'est moi. Mais c'est comme si c'était difficile à enregistrer là, que c'était avec moi qui allait déterminer qu'est-ce qui se passe si ça pète, qu'est-ce qui se passe si... Parce qu'ils sont peut-être plus habitués de se parler entre hommes. Fait que ça, fallait encore là, que je redouble de confiance, d'assurance pour montrer que, ben non, c'est avec moi, puis je peux en parler, je suis crédible. C'est ça. Fait que Je connais mes affaires. je connais mes affaires, exactement. Je sais quoi faire. Je vais pas fondre en larmes. S'il faut appeler une ambulance, j'en appelle 12 par dimanche. C'est bon, on va, ça va marcher, là, tu sais. Fait que, ouais, ça, je dirais que, ça existe quand même, là. Dans l'événementiel lui-même, il y a des secteurs qui sont peut-être plus conventionnels, plus touchés, où tu as à te battre un petit peu plus pour faire ta place comme femme, mais d'ordre général, c'est quand même un milieu assez décloisonné, assez diversifié, effectivement, puis... C'est beaucoup des jeunes aussi en événementiel, fait qu'eux, ils ont des fois plus une conscience des enjeux, puis ils sont plus respectueux envers ça. Là. Exact. Oui, puis t'es plus dans un univers de PME, c'est moins des grosses institutions. Oui, c'est ça. Ouais. C'est bon à savoir. Il y a du travail à faire un petit peu. Oui, bien toujours, hein? Surtout en ce moment, il y a comme une mouvance vraiment cool, vraiment bénéfique, puis il faut pas qu'elle arrête, il faut juste comme continuer d'avoir des nouveaux récits positifs, des revendications, puis que les deux marchent en même temps dans le même sens, là. Je pense qu'on est chanceuse de vivre à l'époque où on vit. Ouais, vraiment. Quand on voit les progrès qu'on a fait là, dans même les 10 dernières années, c'est fou. Ben oui. Surtout dans le monde des affaires aussi. Là. Ouais. C'est vrai. Ben, pas surtout, mais Aussi. aussi. Dans le monde ouais, c'est vrai. Ben, même en finance, il y a de plus en plus de femmes. À HEC, on a notre première présidente féminine du fonds de placement. C'est ça, c'est fou. cool. Avant, il n'y avait que des hommes, et c'est vraiment... Qu'est-ce que tu disais tantôt, justement, le fait d'appliquer? Il n'y avait pas beaucoup de filles qui appliquaient dans ce comité-là parce que à cause du passé, puis ils se disaient, oh mon Dieu, c'est quand même un gros challenge. C'est ça. Mais c'est ça qu'on entend, là, justement, ça se produit aussi à l'école, mais aussi sur le marché du travail. Là. Oui, puis tu sais, la fameuse question de la visibilité, là, c'est comme sur les CA, par exemple, tu sais, c'est comme... Les gens vont souvent se défendre d'avoir un CA 100% masculin en disant « Oui, mais c'est juste que moi, je voulais les gens les plus compétents possibles, puis ceux que je connaissais, c'était des hommes. » C'est vraiment une question de visibilité dans le sens où des gens aussi compétents, femmes, il y en a plein, c'est juste que tu les vois pas parce qu'ils font moins de conférences, sont moins mis de l'avant, sont pas sur des CA déjà parce que, tu sais, c'est comme un... C'est un cercle vicieux, là. C'est un cercle vicieux, fait que de se dire, ben oui, il faut que tu fasses l'effort de chercher plus loin que le bout de ton nez pour trouver des femmes compétentes. Puis plus tu as des femmes compétentes devant, plus tu as des femmes qui vont se proposer. Aussi parce qu'ils connaissent d'autres femmes aussi, puis ils vont les rentrer. Plus c'est visible, plus ça rentre dans l'eau. C'est la même chose pour les line-up de festivals en programmation musicale, de dire comme, ben, y a-tu assez de headliners, femmes qui vont vendre des billets? Ben oui, premièrement. Puis deuxièmement, plus tu en mets de l'avant, plus tu leur permets de gagner en notoriété. Puis en fait, c'est comme une roue qui tourne. Là, fait il y a de l'effort à fournir, tu sais. Sinon, d'un point de vue plus comme féministe plus large, est-ce que tu as une figure féminine inspirante, un modèle? J'en ai pas une, tu sais, que je suis comme, cette personne-là, mais je dirais vraiment plusieurs de différents domaines, mais tu sais, juste en entrepreneuriat, moi, j'ai comme un groupe d'amis, je ne sais pas si c'est parce qu'on a eu une expérience entrepreneuriale au cégep ensemble, mais ma gang avec qui on a fondé l'école de danse, 80% de ces filles-là, on est 10, puis il y en a 8 sur 10 qui sont entrepreneurs. Fait que c'est comme, c'est tellement le fun d'être dans un milieu comme ça. On supporte, tu sais, vraiment, on s'aide, on s'encourage. Des fois, on se fait des work sessions. OK, on a besoin de brasser des idées. Fait que ça, c'est vraiment inspirant tous les jours. Puis ça me garde vraiment motivée, là, tu sais, de vivre cette expérience-là avec d'autres amis qui vivent la même chose. Puis il y a
d'autres modèles aussi que je suis, mais c'est ça, c'est pas, tu sais, je pourrais dire Michelle Obama, mais oui, quelque part, là, mais pas spécifiquement elle, mais j'adore entendre en conférence Judith Fetzer de Cook It parce qu'elle est très, tu sais, quand tu lui demandes qu'est-ce que c'est être une femme en affaires, elle dit c'est être en affaires. C'est compliqué, des fois, tu as besoin de cash, des fois, tu sais, elle est très, vraiment très directe sur l'expérience d'affaires, je la trouve vraiment gothique. Donc, mettons, c'est un modèle que je trouve super intéressant à entendre. Les filles qui ont créé Club Kombucha, qui ont comme complètement changé leur industrie, c'est tellement cool à voir. Fait que c'est vraiment de multiples modèles, autant en entrepreneuriat, mais aussi en féminisme plus large. J'aime beaucoup lire Aurélie Langto, Léa Clermont-Dion. Je pense qu'il y a vraiment... Puis Sarah Maud Beauchesne. Tu sais, il y a plein de modèles féminins assez jeunes en ce moment qui s'assument pleinement dans ce qu'elles font, s'excusent pas de le faire. Puis je trouve ça, je trouve que c'est comme un écosystème, je dirais, vraiment inspirant. Surtout à Montréal, je trouve qu'on est vraiment chanceuse. On a tellement de beaux modèles. C'est fou. C'est tellement inspirant. Vraiment. On les connaît pas tous, c'est pour ça que c'est le but du podcast. On veut les faire découvrir. Justement. Good. Puis peut-être plus personnellement, tu penses que c'est quoi tes atouts à toi qui ont fait que tu es devenue une bonne entrepreneur? Mes atouts, ben je pense que je suis extrêmement travaillante. Puis ça, c'est, tu sais, s'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il faut travailler vraiment fort. Tu sais, avant d'avoir une équipe avec toi qui travaille puis que tes espèces d'idées, conceptions se réalisent, tu fais beaucoup de choses par toi-même. Puis c'est pas toujours glam. Non, vraiment pas. Il y a bien du Excel infini jusqu'à 2 heures du matin là, que tu finis avec ton écran d'ordi collé sur ta rétine, là, on dirait. Puis ça, ben je pense que je suis quelqu'un qui a une grosse force de travail, très, très travaillante. Assez drivée. J'aime l'action, j'aime accomplir des choses. Fait que je vais... Si j'ai des objectifs, je vais toujours trouver la façon d'y arriver. Puis justement, pas trop perdre de temps à me sentir mal, à me sentir imposteur, à me sentir... C'est comme... Tu sais, puis je suis pas... J'ai vraiment pas d'orgueil dans tout, là. Il y a des choses que j'accepte à 100% que je suis pas du tout compétente pour ce genre de choses-là, mais quand je me sens compétente dans quelque chose, j'y vais à fond. Puis je pense la force de l'équipe. En général, je pense que c'est un atout que j'ai de vraiment travailler avec chaque membre de l'équipe. Puis que si chaque personne se sent épanouie, motivée dans ce qu'elle fait, puis qu'il y a une vision commune très claire, on atteint des belles choses. Puis en général, je pense que c'est une de mes forces. Sur le petit mot de la fin, les conseils que tu donnerais à des jeunes femmes qui voudraient peut-être se lancer en affaires? Peut-être aussi, ça revient, là, travailler fort. Travailler bien fort, avoir de la drive. Ça va avoir l'air vraiment basique, mais avoir un bon modèle d'affaires. Souvent, je trouve que dans le milieu de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de conférences, concours où tu es comme dans le pitch, dans l'inspiration, dans tout ça. C'est super, puis il faut que ça continue, mais concrètement, il faut que tu aies un bon modèle d'affaires. Il faut que tu le trouves, il faut que tu travailles pour le trouver. Puis c'est ça qui va te donner ta confiance, tu sais. C'est pas nécessairement d'être un bon orateur qui va faire que tu vas faire un bon pitch. Il faut aussi que tu aies quelque chose de solide. Fait que, tu sais, je pense que tant que tu n'es pas complètement convaincu de ton affaire, ben tu peux explorer tout ça, t'inspirer. Mais pour se lancer en affaires, il faut un bon modèle d'affaires. Puis il faut réfléchir à est-ce que ce que tu lances comme modèle d'affaires, parce que comme tu as comme idée d'entreprise, est-ce que c'est juste une bonne idée ou c'est ta bonne idée? C'est-tu la job que tu veux faire à tous les jours? Parce qu'à partir du moment que tu vas être dans le vrai, là, que tu vas avoir des clients, que tu vas avoir de l'argent, que tu vas avoir des employés, ça va être ta job à tous les jours. T'sais. Fait faut que ça te tente, faut que ça te motive. Puis, arrêter de s'excuser puis que se demander 10 fois si tu es assez compétente. Essaye-le, puis tu verras. Puis au pire, tu vas te planter comme plein de gens. Tu sais, Steve Jobs s'est sûrement planté dans la vie là, plusieurs fois. Fait qu'à un moment donné, il faut juste y aller puis accepter. Mais moi, je prends toujours des décisions dans le sens où mon risque est toujours calculé. Quand je fonce dans quelque chose, je sais qu'est-ce que je peux perdre puis qu'est-ce que je peux gagner. Puis si c'est le scénario catastrophe qui se passe, comment on va y pallier. Je joue toujours au jeu worst case, best case.
Puis si c'est le worst case, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Fait qu'à partir du moment que tu as pris le temps de réfléchir à ça, puis tu sais qu'est-ce qui t'attend, il te reste juste à l'essayer, à foncer. Je pense que c'est vraiment un bon conseil. Ouais, oui. On ne le dit Vraiment peut-être pas conseil. assez. Non, c'est vrai. Mais moi, j'avais jamais entendu ça dans... Tu sais, souvent, Ouais. on parle en entrepreneuriat de comme, OK, il faut que tu sois comme charismatique, il Ouais. faut que ton projet, ça soit la bonne idée. Ouais. Mais dans le fond, aussi, il faut avoir un modèle d'affaires. C'est T'as vrai. un bon modèle d'affaires. C'est vrai. En plus, il y a le côté très organique qu'on met de l'avant, alors que Ouais. des fois, avoir justement ce bac derrière, Mm. c'est super. Vraiment intéressant. Je pense que ça Notre, conclut ouais. notre C'est pas mal tout. Yeah! revue. Merci beaucoup. C'était vraiment Merci à intéressant. vous. Merci d'avoir écouté notre premier podcast et on espère que ça vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur Instagram à podcastFEA et sur la page Facebook de Femmes en Affaires HEC Montréal pour rester à l'affût de nos prochains podcasts.